En deux mots, Didier Mancoboni. En plusieurs mots, je suis plutôt peintre. Je vis à Ivry depuis bientôt 30 ans, je n'ai pas compté, mais la vie locale, je la vis depuis longtemps. Et la commande que j'ai réalisée sur Ivry s'inscrit dans un parcours qui n'était pas initialement un projet que j'avais pu envisager. J'avais, il y a très longtemps, même imaginé que c'était peut-être pas pertinent de faire une œuvre à l'endroit où on vit. Et puis bon, les circonstances ont fait, et le temps passant, la situation est devenue possible, à la fois comme un prolongement du travail, et aussi un défi, puisque j'ai essentiellement, même si ça déborde un travail d'atelier, de tableau, de dessin sur papier, donc des formats plutôt raisonnables, et la commande telle qu'elle s'est présentée me plaçait dans une échelle tout à fait autre. Et donc tout ça m'a conduit à, je crois, ça fait 4 ans pratiquement maintenant que ce projet a été initié. Il s'est achevé il y a quelques semaines à la fin du chantier, puisque j'étais un peu à la suite de, ça s'est fait en 2 phases, à la suite de la construction des bâtiments, puisque je suis, pour décrire en 2 mots la pièce, toujours 2 mots, sur 2 rues qui sont nées d'un nouvel ensemble immobilier. Pour être plus précis, c'est un travail de ponctuation au sol, qui est, pour revenir au travail de dessin et d'atelier, qui est une forme de prolongement d'un travail graphique. Et au lieu d'avoir une surface définie par les bords d'un papier et un outil qui est chez moi souvent un rotring, j'ai utilisé le plan, la rue, comme une feuille blanche, avec à la place des ponctuations de l'encre, j'ai utilisé des clous pododactyles qui sont des clous qui servent initialement aux personnes malvoyantes ou non-voyantes pour leur indiquer surtout un danger ou en tout cas une zone particulière. Et donc le projet est relativement simple, c'est une espèce comme si j'avais parsemé ou perdu des sous dans mes poches. Et ça fait des dizaines, je n'ai pas compté précisément, mais je pense qu'il y a plus de 3000 clous qui sont donc collés à la surface de la rue, formant un itinéraire plutôt aléatoire qui dessine, disons, une constellation qui serait renversée, qui n'est pas au ciel mais qui serait au sol. Et donc j'ai construit le dessin un peu comme une composition musicale, c'est-à-dire j'avais une espèce de grille un peu générale en tête, et en fonction de l'inclinaison du sol, d'éléments du mobilier urbain, l'éclairage, un banc, les voies qui se croisent, j'ai densifié, allégé la densité des points qui forment cet ensemble. Voilà pour cette partie. Ensuite, cette intervention m'a amené suite à une invitation de la galerie Fernand Léger, à imaginer une exposition que j'ai souhaité, on s'est assez vite mis d'accord, en lien avec cette commande. Il me semblait intéressant de trouver un prolongement à une proposition extérieure, lui trouver non pas un équivalent, mais une continuité plutôt, dans un espace clos, souterrain. Ici on est sans lumière. Alors, je ne vais pas préciser, mais les clous que j'utilise, il y en a de 3 sortes. Un noir, disons, qui donc réfléchit assez peu la lumière, des clous argentés qui eux sont plus sensibles à la pluie, au soleil, et un 3e type de clous qui sont photoluminescents qui eux réfléchissent sur la lumière qu'ils peuvent recevoir pour donner une lumière un peu étonnante, un peu étrange. Donc il y avait ce jeu sur la lumière aussi, sur la brillance, sur comment même une rue qui est plane réagit à l'éclairage, à la météo. Donc ici, je me suis retrouvé dans un autre contexte, sans lumière, et là, autant j'avais aussi, je reviens sur cette commande, le choix d'un travail au sol, donc qui prolonge un travail d'atelier, c'était aussi pour moi le choix de faire une commande, non pas invisible, parce qu'on la voit quand même, mais la plus discrète possible. C'est-à-dire mon idée n'a pas été dans une relation de force avec le bâtiment ou les bâtiments qui ont été construits, mais plutôt de m'y glisser, voire pour certains habitants ne pas exister, même s'ils peuvent ressentir par la semelle
chaussure, qu'un léger relief indique non pas une anomalie, mais une présence étrangère à la voie. Donc il y avait le choix de la discrétion en tout cas. Par contre, la proposition ici a été non pas inverse, mais en tout cas exprimer une autre façon de parler de lumière ou de couleur. J'ai utilisé des papiers fluorescents, le plus fluorescent étant un rouge, dans une des salles, des papiers qui recouvraient le sol en grande partie. Dans une seconde salle, il y avait un tableau de grande taille elliptique, un vert fluo avec des ponctuations rouges. Donc on était dans une forme, enfin mon souhait c'était d'arriver à une forme d'éblouissement, une espèce de... Le mot violence ne correspond peut-être pas au projet, mais quand même une espèce d'immersion dans la couleur très très forte, qui soit comme un éblouissement, qui fait que le spectateur ressort de là avec non pas une image, mais plutôt une impression liée à la couleur essentiellement. Après, il y avait quelques éléments graphiques qui venaient des ponctuations, qui venaient par contraste, amplifier comme ça la vibration de la couleur. Des éléments suspendus qui accentuaient on pourrait dire, quelque chose d'aérien que j'utilise dans la couleur. Donc voilà, donc c'est deux moments du travail qui se sont joués sur la même ville, hein, qui pouvaient donner comme ça deux approches qui n'étaient pas articulées de force, hein, mais qui semblaient comme ça, à un moment du travail, être des questions qui m'intéressaient. Je pense que tu peux dire aussi que ton œuvre sur Carlo Verolo, elle était située géographiquement dans un espace précis, dans les rues, mais que tu as fait un prolongement aussi piéton jusqu'à Verdun. Pas encore fait, mais oui, c'est-à-dire en troisième étape, et qui fera le lien sur le boulevard des Arts, c'est ça qui est intéressant. J'expliquais qu'il y avait eu 2 temps dans la commande à Carlo Verolo. Il y a même un troisième qui participe, qui complète le processus. Cette opération de commande artistique devait, dans sa proposition, trouver un prolongement avec l'avenue des Arts qui relie la porte de Choisy au Macval et au-delà, qui est une rue qui devient une espèce d'axe avec des présences d'œuvres. Un des défis de la commande, au-delà de trouver une réponse pour traiter l'espace, c'était de comment arriver avec des moyens relativement modestes, sur un axe qui est quand même assez impressionnant dans sa largeur, dans son étendue, comment mettre une œuvre là, sans qu'elle se fasse bouffer par tous les événements qui s'y produisent, tous les signes graphiques, les véhicules, les piétons, le cimetière. Et là, la ponctuation et l'option que j'avais faite d'être dans la discrétion, c'était aussi une manière d'être présent et invisible. Alors là, encore plus que pour les habitants du quartier, puisque eux, ils sont piétons pour l'essentiel, ils traversent les rues avec des poussettes, des patins à roulettes, des trottinettes, ce qu'on veut. Là, on est sur un axe où, pour y être passé régulièrement et assez bien le connaître, les gens roulent plutôt vite, sont plutôt dans une impatience, et les éléments qui les intéressent, c'est de pouvoir le feu vert, de ne pas écraser un piéton et d'aller le plus vite possible d'un point à un autre. Donc là, j'ai une présence très symbolique, mais je trouvais là aussi intéressant d'être présent dans une forme d'invisibilité. Ceux qui savent pourront vérifier que la chose existe, mais pour les je ne sais pas combien de milliers de personnes qui passent chaque jour là, il est évident que ce travail est très peu visible comparé aux à la pièce de Plenza qui est perchée sur 2 colonnes et qui n'est pas dans une subtilité, disons, de présence. Mais bon, moi, c'est une autre démarche qui fait que l'objet existera pour quelques personnes. Et finalement, c'est un petit peu comme le petit pousset, on peut perdre facilement la trace de son passage. Super. Si tu veux, tu peux dire aussi de façon plus globale, en dehors de ça, peut-être l'évolution de ton travail, la relation de ton travail avec la commande publique, globalement, en fait, sans rentrer dans le détail, mais juste un regard sur l'œuvre et l'espace public. Ok. Alors, bon, l'intervention de Carlo Verolo n'est pas la première non plus pour moi dans un espace
public, hein, disons hors de galerie, musée, enfin structure plus dédiée à l'art. J'ai connu à Toulouse, dans le métro, une aventure différente, mais qui mettait aussi des questions d'échelle, de relation à un public, à des contraintes. Ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure d'ailleurs par rapport à Carnot, mais intervenir en milieu urbain, ça suppose aussi des contraintes très très fortes. C'est-à-dire autant l'atelier laisse tout à fait libre d'utiliser, voire des explosifs, des produits toxiques, c'est le problème de l'artiste. Milieu public, ça veut dire attention, danger, pas ça, surtout pas ça, le feu, ainsi de suite. Donc l'espace se réduit très très vite. En plus, les technologies sont aussi, comment dire, fragiles. Hein. Donc très vite, il faut penser à des techniques qui peuvent résister au temps et à l'usage. En tout cas, ces questions de comment répondre à ce type de défi m'intéressent de manière assez constante. Je regarde régulièrement les annonces, pas forcément pour concourir, parce que c'est encore une autre histoire de concourir, hein. Par curiosité, voir comment telle proposition, est-ce que pendant 10 minutes j'y réfléchis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Parfois je réfléchis plus de 10 minutes, hein, ça peut aller plus loin, mais c'est une manière aussi parfois de trouver, non pas des nouvelles idées, mais donner un peu de sang neuf au travail. S'interroger sur comment, disons, traduire par exemple un tableau dans un espace que les gens vont traverser, pose des questions d'espace, de technique, de matériaux, et ça peut déboucher sur des peintures tout simplement, c'est-à-dire on fait un grand détour par l'idée d'une œuvre en milieu urbain qui redevient finalement un objet qui rentre dans la poche. Donc ensuite il y a la question aussi de la réception d'œuvres. Hein. Moi j'aurais facilement tendance à dire que ça m'est un peu égal le regard de l'autre sur mon travail. Bon, c'est un peu exagéré parce qu'on est tous sensibles au regard de l'autre. On ne travaille pas que pour soi. Je me méfie en même temps de, comment dire, le public étant une espèce d'entité pour moi informe, à qui on s'adresse dans ces cas-là. C'est très compliqué. Si on engage, enfin moi je ne sais pas vraiment engager le travail comme ça. Là je suis sur un projet de vitraux en ce moment. J'ai affaire à un public très varié, entre la dimension religieuse, la dimension de l'architecture, la dimension du tourisme, c'est un lieu assez touristique, de l'élu, des amis de la chapelle, fait un espèce de monde très vaste et qui est évidemment très difficile à satisfaire individuellement puisque chacun a ses attentes, chacun a ses envies. Donc je prends cet exemple, ça se passe bien, les choses se font, mais moi j'ai toujours été plus dans la position de l'artiste, non pas comme un maître du monde, hein. Mais en tout cas on fait appel à quelqu'un pour un projet, j'imagine pour ses qualités, on oublie les défauts quelques jours, et donc on fait confiance. Ensuite, évidemment, il y a une écoute. Il y a un certain type d'œuvre que je me vois mal, puisque j'ai un travail qui se développe sur plusieurs territoires, sur plusieurs formes. Il y a certaines parties du travail que je vois plus mal se développer dans un espace public. Mais après, c'est aussi une question du moment du travail, des opportunités, d'une envie, hein, pour être rester des choses simples, faire grand par exemple, faire partout, enfin dans tous les espaces. La commande publique, c'est ça aussi, c'est des possibilités de voir le travail se développer autrement. Et j'ajouterais qu'en plus j'ai participé à la commission du FNAC du ministère de la Culture il y a quelques années, en tant qu'artiste, représentant des artistes. Donc j'ai pu voir un certain nombre de projets passer et voir ce que je savais avant, hein, les choses de qualité, les choses moins intéressantes, comment les artistes arrivent à retourner des contraintes et d'autres un peu à être victimes finalement de cette chose-là. Et peut-être pour conclure, je dirais une des choses qui pose toujours un peu question, que j'avais vu dans cette expérience-là, et connaissant bien Ivry, je connais aussi assez bien l'ensemble des autres qui ont pu être commandés. Le problème du vieillissement de tous ces travaux m'amène en tout cas moi à penser que beaucoup d'œuvres devraient peut-être être
avoir une date de péremption, c'est-à-dire imaginer qu'une œuvre, en plus tout le monde ne s'appelle pas Michel-Ange, c'est-à-dire il y a des œuvres qui ont une pertinence pendant un an, parfois une semaine, hein, mais bon, on peut voir un peu plus loin, une dizaine d'années, enfin, il y a une mesure en tout cas, il ne faut pas attendre des artistes, et en toute façon ça ferait un espèce d'embouteillage d'œuvres, puisqu'on est malgré des contraintes économiques qui sont assez grandes, il y a de plus en plus d'œuvres dans le milieu urbain, hein, dans plein de milieux d'ailleurs. Et donc, il y a un moment donné, il faut laisser la place aux suivantes. Et il faut savoir aussi qu'une œuvre est vieillie, et donc la rendre immortelle, ce serait un tout petit peu surhumain. Donc, c'est une question qui me semble importante aujourd'hui, en tout cas.